J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle on va aller classer plus de 10 entreprises, les 10 entreprises les plus intéressantes qu'on a actuellement, dont certaines que j'ai déjà en portefeuille. Donc voilà, ça va vraiment être un format tier list, donc ça va être super sympathique, il n'y aura pas de partie 2, c'est-à-dire qu'on va faire les 10 entreprises dans la même vidéo, donc on va devoir aller un petit peu rapidement sur chaque entreprise. C'est vrai que ça change un petit peu du format que j'ai l'habitude de faire, donc des grosses analyses de plus d'une demi-heure, 45 minutes sur la même entreprise. Là, ça va pas être le cas, mais je trouve que c'est sympa également de varier un petit peu les formats. Et surtout, dans cette vidéo-là, j'ai envie un petit peu de vous transmettre un peu ma philosophie d'investissement. Et surtout, vous allez voir un petit peu les points communs que j'ai sur les différentes entreprises que je peux avoir dans mon portefeuille, notamment du Realty Income. Je sais pas, on va aller voir également du Parex. Vous allez me dire, mais quelle différence entre Realty Income et Parex? Voilà, encore une fois, du Google, on change de tout au tout. Alors, elle est où la position? Elle est ici, par exemple. Voilà, donc voilà, ça va être super sympa. Ok, je viens de repasser sur la tier list. Pour rappel, le S, c'est le top du top. Le A, c'est un peu moins bien. Et ça va jusqu'au D. Donc, alors, on pourrait mettre, en fait, on peut mettre chacun nos critères, mais on pourrait dire que le S, c'est des boîtes qui actuellement sont intéressantes et qui surtout vont pouvoir surperformer le S&P 500 quasiment à coup sûr sur les 10-15 prochaines années, que ce soit en rendement on va dire prix par action, ou alors en rendement cumulé prix par action plus dividende. Donc là, on aura du Realty Income sur lequel j'ai quasiment 50 000, du Parex sur lequel j'ai quasiment 30 000, du HCC, du B2Gold, je l'ai également en portefeuille, du FICO, je ne l'ai pas en portefeuille, mais c'est une boîte, l'une des boîtes quality, excusez-moi, avec le plus gros moat, mais vous allez voir, c'est rediscutable. Kelly Partner, exceptionnel. Duolingo, ça n'a pas mal fait parler actuellement, j'en ai entendu parler à gauche, à droite, c'est assez intéressant, et vous allez voir que la thèse d'investissement est également assez intéressante. Chipotle, on ne la présente plus, boîte exceptionnelle dans le service de restauration rapide, du Novo Nordisk, du Crocs également que j'ai en portefeuille, du LVMH, je l'ai également en portefeuille, du ASML, je l'ai en portefeuille, du Google, je l'ai en portefeuille, et du Pernod Ricard, je l'ai également en portefeuille. Donc c'est pour ça que j'ai choisi des entreprises en fait qui actuellement sont intéressantes, hein. Du Pernod Ricard, du LVMH, etc. C'est intéressant. Donc on va se régaler. On va commencer directement par Realty Income que je vais mettre. Alors, voilà, ça commence un peu dès le départ à hésiter, c'est-à-dire que moi je l'aurais mis en A, d'accord, mais si j'ajoute la perspective dividende et la perspective baisse potentielle des taux que l'on peut avoir dans les prochaines années, en fait le facteur dividende va faire qu'on pourrait potentiellement la mettre en S. Mais je vais déjà la mettre en A, et d'ailleurs Realty Income, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise en fait qui vous permet de vous exposer au marché de l'immobilier. C'est une entreprise qui détient un parc immobilier, c'est l'un des plus gros du monde. Realty Income possède plus de 60 milliards d'immobilier, et donc vous en tant qu'actionnaire, eh bien, vous percevez les loyers sous forme de dividendes qui sont payés de manière mensuelle. La spécificité de Realty Income, alors d'ailleurs c'est ce qu'on appelle une REIT, Real Estate Investment Trust. Donc la spécificité de Realty Income, c'est qu'on a ce qu'on appelle des baux, donc des contrats à location déjà en moyenne sur plus de 9 ans, donc ça quand même on a une belle visibilité. La plupart de ces locataires sont notés en A par les agences de notation Moody's, Standard & Poor's, c'est-à-dire que c'est des locataires qui sont solvables, qui gagnent de l'argent et qui sont d'ailleurs dans le S&P 500. Donc c'est pas la petite entreprise biotech du coin qui fait faillite dans 3 ans. On n'est pas là-dessus. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle des baux en triple net. En fait, la seule spécificité, c'est que tout est à la charge du locataire. Les taxes, la rénovation, tout est à la charge du locataire. Donc Realty Income a que très peu de gestion, a des marges beaucoup plus élevées, excusez-moi, ce qui fait en fait une machine à imprimer de l'argent. Sur le long terme, on parle sur les 30 dernières années, on a fait plus de 13% par an, donc une surperformance massive par rapport au S&P 500. Et beaucoup de personnes en fait se méprennent et ne comprennent pas réellement la thèse qu'on peut avoir sur une entreprise comme Realty Income. Vous voyez, en fait, ce qu'il faut comprendre, parce que là, il y a pas mal de personnes qui disent oui, mais depuis 2015, depuis 10 ans, ça n'a quasiment rien fait. Mais en fait, il faut ajouter à ça le rendement du dividende. Et je vais vous montrer dans un instant le rendement que j'en ai, mais concrètement sur Realty Income, en à peu près 2 ans, j'ai fait plus de 50% plus-value, c'est juste dingue, alors que le prix en bourse, encore une fois, n'a pris que 27%. Donc j'ai fait la même performance que sur le S&P 500, sauf que j'ai toujours en portefeuille une boîte qui a une légère croissance, qui n'est pas surévaluée. Et c'est ça tout l'enjeu, et qui surtout qui est totalement décorrélé du marché du S&P 500. Alors je me remets ici, alors excusez-moi, hop, ici. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la thèse sur les rates, c'est très simple. C'est par exemple, vous avez un projet immobilier qui vous coûte 100 millions, en fait, vous avez tout, en tant que rate, Realty Income doit trouver 100 millions. Donc évidemment, on ne va pas lui donner. Donc elle va emprunter 100 millions, on va dire un taux d'emprunt de 5%. Donc ça va lui coûter 5% d'emprunter 100 millions. Une fois qu'elle a les 100 millions avec un prêt, eh bien, on va les placer sur un projet immobilier qui va lui rapporter par exemple 8%. Et la différence entre 5% et la rentabilité de ces 8%, une fois qu'elle va placer les 100 millions sur le projet immobilier, c'est ce qu'on appelle le spread, et c'est la rentabilité que
moi j'en ai dans ma poche en tant qu'actionnaire, eh bien c'est ces 3% là, la différence entre combien eh bien, ça vous coûte de lever des capitaux et à quel taux de rendement vous le placez. Donc c'est ce qu'on appelle le WACC sur les rates. Enfin, il y a beaucoup le Weight Average Cost of Capital, c'est vraiment le coût moyen eh bien, du capital. Donc Rate Income par exemple c'est un peu plus de 5% et en moyenne le taux de rendement qu'elle en a c'est du 7%. Donc voilà un spread qu'on appelle de 200 points de base, c'est-à-dire de 2%. Donc en moyenne Rate Income génère 2% donc de rendement sur eh bien, ses investissements. Vous ajoutez à ça la croissance eh bien, de l'inflation, c'est indexé sur l'inflation pour certains des contrats. En plus de ça, la valorisation du parc immobilier, vous avez à peu près du 4% par an, ok, ce qui nous donne 13% voilà, de taux de croissance annuel composé. Vous voyez, par exemple, là, qu'est-ce qu'on a eu sur le dernier quarter, eh bien, ils ont investi 1,2 million, voilà, eh bien, un cash yield de 7,2. Et ça, ils l'ont financé à 5%. Ok, donc ils ont là, voilà, ils ont à peu près 2,2% plus ou moins, d'accord, de rentabilité nette. Et c'est ces 2% qui versent en dividendes. Puis c'est vraiment l'excès de surperformance. Ok, let's go. Donc je vais vous faire la synthèse sur Realty Income. D'ailleurs, ce site, il s'appelle AllRate. C'est le meilleur site. C'est spécialisé uniquement sur la partie rate. Vous aurez toutes les données exclusives sur la partie rate et c'est gratuit. Donc c'est cadeau. Allez vous régaler. Personne ne le connaît. Donc en fait, parce qu'effectivement, sur les rates, ça n'a aucun sens d'aller regarder ce qu'on appelle le bénéfice net ou alors le free cash flow. Il faut regarder uniquement les FFO, les Funds From Operation, c'est l'équivalent du bénéfice net, et les AFFO, les Adjusted Funds From Operation, ce qui est l'équivalent donc du free cash flow chez une rate. Et là, on voit que sur Realty Income, on a donc un price to AFFO, à savoir donc un price to free cash flow, c'est une entreprise classique de 14 fois. Donc voilà les AFFO, le free cash flow. Donc c'est vraiment pas mal, franchement, c'est pas mal. On est bon au niveau de la valorisation, on va pas surpayer quelque chose. Niveau du dividende, effectivement, donc c'est une entreprise qui verse un dividende depuis plus de 30 ans en augmentation chaque année. Là, actuellement, on a un yield de 5,5%. Ok, et donc voilà un dividende donc de 3,22 dollars par action. On a un payout de 76%. C'est très bien, c'est une bonne rate, on est bon. Et ici, on a le yield benchmark. On a Realty Income versus le rendement moyen des 5 dernières années, on voit qu'on est à peu près là-dessus. Et on a surtout par rapport, par exemple, au bond, donc aux obligations US à 10 ans. On voit qu'on est supérieur, surtout avec cette baisse des taux, finalement. Realty Income, enfin du moins les rates c'est de plus en plus intéressant puisque quand vous avez un US 10 ans qui passe à 3% et que vous dans votre portefeuille vous avez une action qui vous donne du 6% avec de la croissance et des contrats sur plus de 10 ans sécurisés, c'est extrêmement bien pour votre dividende. Et enfin ici la partie Financial Overview, on a les AFFO per share. Alors d'ailleurs c'est pareil, là je vous donne une petite pépite. Trop de personnes regardent les AFFO, la croissance du AFFO. Ça n'a encore une fois également aucun sens sur une rate pour la simple raison qu'une rate, pour lever des capitaux, soit elle va s'endetter ou alors en fait elle crée des actions pour lever les capitaux. Et c'est un mix des deux. Donc il faut absolument prendre en compte la dilution de votre rate, donc l'augmentation du nombre d'actions sur la croissance de votre AFFO. Donc là on voit qu'on a un FFO de plus 27%. Oui, mais sauf qu'on a créé des actions pour avoir cette croissance. Donc, quelle est nette de dilution? On voit que c'est 4%. C'est extrêmement bien pour Realty Income. Et moi, j'ai vraiment une thèse de long terme à 4% par an de croissance. Ok. Ensuite, on a l'occupancy, c'est exceptionnel également. Bref, ça coche toutes les cases, surtout la partie debt to asset, c'est très bien. Donc, effectivement, sur Realty Income, on a actuellement une entreprise qui est ultra solide, qui, selon moi, va pouvoir faire 4% de croissance par an, avec actuellement un dividende de 5,5%. Qui, en termes de multiples, pourrait vraiment, donc les 14 fois les bénéfices, ça pourrait vraiment s'apprécier, enfin les FFO, excusez-moi, parce que si les taux baissent, effectivement, mathématiquement, les actions de dividendes vont augmenter, c'est parfaitement logique. Alors avant qu'on passe à la partie valorisation de Realty Income, je voulais m'attarder un peu plus sur le dividende, puisque vous ne vous rendez pas compte de la puissance de la partie dividende dans votre portefeuille sur le long terme. Je sais que c'est pas la mode, là, actuellement sur YouTube, c'est plutôt quality, 50 fois les bénéfices, mais en fait, à long terme, la partie dividende, ça sera la seule partie qui va vous permettre de faire du 15-20% annuel composé par an. Puisque c'est très simple, si vous excluez la partie dividende, le seul moyen de faire 20% par an sur le long terme avec une entreprise, c'est que ses bénéfices augmentent de 20% par an. Donc que son prix en bourse, en action, augmente de 20% par an. Or, si vous avez un dividende en plus, vous jouez sur les deux tableaux. Par exemple, sur Realty Income, là, actuellement, personnellement, donc j'ai un PRU sur les 46. On a exactement, 26,9 centimes de dividendes chaque mois. Vous voyez, et en annuel, ça fait x12, ça fait exactement 3,22.
Ok, 3,22 divisé par 46 mon PRU, moi j'ai 7% de rendement par an sur Realty Income. Il y a une croissance de quasiment 4,5% du dividende. C'est-à-dire qu'en l'espace de 15 ans, ce dividende aura doublé. Donc dans 15 ans, j'aurai 15% de dividendes par an. C'est bien plus que la performance du S&P 500 ou d'une quality grosse entreprise, d'accord? Donc c'est ça en fait qui est exceptionnel, c'est d'aujourd'hui acheter une entreprise qui est entre guillemets un prix correct, d'accord? Et en fait de se sécuriser une partie dividende, quelle que soit la fluctuation du prix en bourse, parce que c'est ça l'intérêt. Si vous avez une décennie perdue sur la S&P 500, ou du moins si vous comptez uniquement sur la partie appréciation du prix en bourse, qu'est-ce qui se passe si le prix en bourse y baisse? Bah vous n'avez rien. Alors excusez-moi, problème de caméra, mais vous l'avez compris, c'est cette partie vraiment dividende qui à long terme va vous sécuriser. Alors effectivement à court terme, c'est pas forcément intéressant, à moins justement que vous sélectionniez des entreprises qui sont pas chères. Mais en fait, il faut comprendre que plus vous allez, c'est pas évident ce que je veux vous dire, mais plus vous allez sur des entreprises avec des fortes croissances, moins votre prix d'acquisition, moins votre prix d'achat n'a d'importance. Mais inversement, plus vous allez sur des entreprises à faible croissance comme Realty Income 4,5%, plus votre yield on cost est directement corrélé au prix d'acquisition que vous allez en avoir. Donc vous avez tout intérêt à vraiment acheter ce type d'entreprise moins cher ou moins sous-évalué. D'accord? C'est là où vous allez avoir vraiment des rendements disproportionnés. Bon, et même si encore une fois au prix actuel, selon moi, c'est intéressant pour le long terme. Mais quand je vois des personnes, parce que c'est ça également, l'approche dividende, quand je vois des personnes aller acheter des entreprises matures avec des rendements de 2% par an, c'est une connerie, d'accord? C'est une connerie et c'est pas comme ça que vous allez avoir des dividendes élevés, je sais pas, du Coca-Cola, c'est pas ça qui va vous rendre riche au prix actuel, ok? Là ici, je vous ai mis le tableau justement 10 by 10, je vous le mettais beaucoup, fut un temps sur mes vidéos YouTube, notamment quand vraiment j'étais en train de capitaliser sur Realty Income à l'époque, parce que pareil, petite parenthèse, mais là je vous parle de ça, ça vous paraît peut-être évident, vous dites après coup, oui non mais évidemment que c'était l'opportunité de la décennie quand on a acheté sur les 46. Oui, mais justement à ce moment-là, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, une masterclass de plus de 1 heure qui détaillait tout le business model de Realty Income et pourquoi justement c'était une opportunité. Je peux vous garantir que très peu l'ont acheté et le peu qui l'ont acheté, la majorité l'ont revendu ici ou alors ont vendu des calls dessus, le grand classique, et se sont fait éjecter du marché bien avant, d'accord? Je me remets sur ce tableau-là qui vous dit simplement par rapport au rendement que vous en avez initialement de dividendes et la croissance de votre dividende, combien de rendement vous allez avoir dans 10 ans sur votre prix d'acquisition, donc le prix aujourd'hui. C'est très simple. Ici, vous avez le rendement du dividende. Donc là, à savoir sur Realty Income, on est sur les 5,5. Si vous avez 4% de dividende ici par an, dans 10 ans, vous avez 14% de croissance de votre dividende. Enfin, vous avez, excusez-moi, 14% de rendement de votre dividende par an. Ok ? Voilà, c'est QFD. Mais quand il y a des personnes, encore une fois, qui achètent des boîtes à dividende à 2,5% de rendement au prix initial, pour avoir 10% en 10 ans, il faut 12% de croissance de dividende. C'est très compliqué. Donc là, ce que je veux dire, c'est que Realty Income au prix actuel, ça demande que très peu de croissance, à savoir du 4%, pour avoir des excellents rendements. Et en fait, regardez, là, on voit vraiment que, c'est dommage, le tableau s'arrête à 6%, mais moi, quand je l'ai acheté à 7%, j'avais recalculé, ça me faisait à peu près du 16% de dividendes par an dans 10 ans. D'accord? C'est pour ça que je l'ai acheté et c'est pour ça que j'ai mis 50 000 dessus. Donc encore une fois, ce que je vous dis là, c'est vraiment du basique, mais c'est ça qui fonctionne sur du long terme et du moins en fait, qui au-delà de fonctionner, c'est ça qui vous permettra de réduire vraiment votre risque à long terme. Parce que si vous avez un portefeuille 100% tech là, comme la majorité des gens ont, en fait, vous êtes directement dépendant du taux de croissance que vous allez mettre dans votre valorisation. Alors que quand vous achetez une boîte comme Realty Income là, qui est actuellement à 5,5% de rendement, bah, vous savez que si on arrive à faire 4% par an, vous avez vos 13% par an de rendement. Si on n'arrive pas à les faire, donc si on fait seulement, si on fait seulement 2% de croissance par an, ça vous fait 11% dans 10 ans. Ça, c'est quasiment sûr qu'on va le faire, ou du moins, c'est beaucoup plus sûr que d'acheter une boîte tech et de faire une valorisation sur 20 ans avec un taux de croissance de 13% par an. Enfin, c'est très peu probable que vous allez prévoir le bon taux de croissance sur une boîte tech. Alors que là, c'est des baux sur plus de 10 ans, encore une fois. C'est des locataires, c'est des loyers très prédictibles. C'est une croissance avec de l'inflation. C'est une efficacité opérationnelle qui croît plus le temps passe. Bref, c'est une thèse qui est simple à comprendre, d'accord? Donc toujours se demander, j'ai l'impression de faire du contenu très débutant, mais toujours se demander quel est le pire qui puisse vous arriver. Et donc là, vous êtes vraiment sécurisé là-dessus. Et c'est pour ça qu'en ce sens, justement, je vais passer sur Parex.
C'est la même thèse sur Parex. Qu'est-ce qui fait que j'avais mis, voilà, que j'ai actuellement là 35 000 sur Parex? C'est parce que quand je l'ai acheté, c'est une entreprise qui a zéro dette, des marges de plus de 30%, un dividende de plus de 10% par an avec un payout de seulement 30% et voilà, qui a zéro dette, avec un ROE qui est énorme parce que c'est l'une des meilleures entreprises dans le secteur pétrolier en termes ratio efficacité opérationnelle, ratio réserve et ratio surtout, on pourrait dire ratio netback. Donc le netback, c'est la rentabilité par baril de pétrole. Donc voilà, Rating.com, je le mets là, Parex, je le mets en S. Voilà, Parex, je le mets en S. Malgré l'explosion du prix en bourse, hein, le prix en bourse, voilà, a vraiment explosé. Il a pris depuis vraiment depuis les plus bas, il a pris 63% en ligne droite. Mais c'est pas étonnant en fait, c'est pas étonnant puisque c'est une entreprise qui juste revient sur des multiples intéressants. Vous voyez, si je mets ici là le bilan de l'entreprise de Parex, voilà, d'ailleurs le marché vient d'ouvrir à l'instant. On a actuellement une market cap de 1,66 milliard et on a un free cash flow sur 2024 de 477 millions. Donc ça s'est négocié à 3 fois les free cash flow. Et le dividende qu'on verse, il est de seulement 153 millions. Et on fait des rachats d'actions chaque année. Le nombre d'actions en circulation a diminué de 50%. Donc le dividende par action a explosé. Ok. Et donc là, l'avantage, c'est qu'on a encore une fois une dette nette négative. Donc c'est pareil pour Parex. Qu'est-ce qui peut mal se passer uniquement du point de vue opération entreprise? Parce que on enlève le risque, je sais pas, le risque de tremblement de terre, le risque de guerre civile, etc. En fait, pas grand-chose. Et d'ailleurs, pourquoi je mets quand même Parex en S malgré l'augmentation du prix par action? C'est pour la simple raison que, eh bien, ces opérations se sont améliorées plus, enfin, le business dans la vraie vie a augmenté davantage, donc en termes de nouveaux gisements, enfin, de nouvelles réserves, en termes d'extraction de nombre de barils par jour. Tout ça, c'est exceptionnel. Alors d'ailleurs, parenthèse, pour ceux qui ne connaissent pas du tout Parex, en 30 secondes, là je me suis mis sur l'Investor Presentation de 2025 qui est sorti il y a 2 mois. La thèse est extrêmement simple. Vous avez donc ici la carte de la Colombie. Donc Parex, c'est une entreprise qui va exploiter des puits de pétrole en Colombie et qui est cotée au Canada. Donc c'est très simple. Vous avez la majorité donc des activités, des assets, des actifs de Parex qui est dans le bassin du Llanos. Donc le bassin du Llanos, c'est le plus gros bassin de pétrole historique en Colombie. Ensuite, ils ont une partie également dans le bloc qu'on appelle Putumayo, également Farallones, là qui va délivrer à fond sur la partie 2027 et tout le projet, on va dire plutôt gaz sur Vim 1 et Hydra ici. Donc pourquoi en fait je vous dis que c'est une super belle thèse, puisque toutes ces actifs-là, qui donc Parex les possède déjà, ils sont sur pas mal d'actifs également en joint venture avec Ecopetrol, c'est l'entreprise donc historique et c'est l'entreprise nationale de Colombie. Et en fait, Parex est indispensable sur cette partie-là. Et on voit bien que, par exemple, si je me mets plutôt, je vais mettre là hein, pour aller plus vite, ouais, sur la partie, regardez par exemple, depuis 2018, on avait 162 millions d'actions en circulation, on en a plus que 98 millions. Donc voilà, encore une fois, le dividende per share, il explose. Puisque imaginez vous ayez, allez, là, vous voyez le dividende là qu'on a versé sur l'année 2024, il est de 162 millions. Bah, imaginez si vous avez 162 millions de dividendes et vous les répartissez équitablement par le nombre d'actions qui est de 152 millions de dividendes divisé par le nombre d'actions en circulation en 2018 qui était de 162. S'ils n'avaient pas racheté des actions, bah, on aurait toujours 162 millions d'actions en circulation, ce qui nous donnerait un dividende par action donc de 93 $. Ok, mais là, c'est pas le cas. Là, on a combien? Là, on a 152 millions divisé par 98 millions. Donc, divisé par 98 millions, ça fait 1,55 dividendes par action. L'augmentation, elle est juste énorme parce qu'ils ont racheté ce nombre d'actions en circulation de 40%. Et plus le temps passe, plus ils en rachètent, donc plus le dividende par action, évidemment, explose de ce côté-là. Ça, c'est vraiment le capital qu'ils ont retourné également depuis 2019. On parle de 2 milliards. La boîte est actuellement, rappelez-vous, à 1,6 milliard. Et les opérations augmente, donc les opérations s'améliorent, d'accord? Et là ici je vous avais fait donc toute une présentation de plus d'une heure sur vraiment l'entreprise, toutes les réserves, etc. Mais juste pour vous donner une idée quand je parle, parce que pourquoi en fait, comment est-ce qu'on s'enrichit massivement à long terme? C'est en achetant des entreprises qui sont décotées avec une valeur intrinsèque et qui, quand le prix en bourse explose, eh bien en fait le business explose d'autant, ce qui fait que
en fait, vous n'allez pas revendre l'entreprise. Là, Parex, ça a explosé. Voilà, je me suis mis sur TradingView. En fait, la thèse de départ, encore une fois, c'était d'acheter sur les 12 et j'avais calculé une fair value sur les 25, donc de faire un petit faux de, voilà, je mets 20 000, j'en ressors 20 000. Voilà, c'est parfait. C'est vraiment ce que l'on attend d'une small cap qui est vraiment décotée. Mais étant donné que justement que la qualité intrinsèque du business est entre guillemets exceptionnelle au niveau des opérations, je vous réfère donc voilà au netback, à la marge, au RE, aux activités, aux opérations, bah, ça fait qu'en fait Parex, quand on a une recovery, c'est ce qu'on commence à avoir, et bien en fait les opérations sont, comme je vous dis précédemment, de mieux en mieux. Donc certainement que Parex, je vais en fait le garder peut-être dans 10 ans, enfin peut-être pour 10 ans, 15 ans. Imaginez dans 10 ans, j'ai un yield on cost par exemple de 30% par an, mais en termes de dividendes, c'est juste stratosphérique ce que ça me fera chaque année. Et c'est comme ça, encore une fois, qu'on crée de la valeur en bourse sur le long terme. Et là, justement, je vous avais mis, donc voilà, ici. C'est vraiment, voilà, encore une fois, la conclusion de la précédente vidéo que j'avais fait sur Parex. Uniquement sur le Q2, on a eu ce qu'on appelle un ramp-up de la production. En fait, on a eu toutes les zones qui se sont améliorées massivement sur le Lanos 32, Lanos 34, Lanos 74, Capachos, Putumayo. On a vraiment rajouté des puits, que ce soit infill, donc c'est des puits. Déjà, on va, par exemple, si vous avez un puits ici, d'accord, en fait, vous mettez un puits 5 mètres à côté, juste pour pouvoir forer en fait la même poche mais de manière plus efficace, ou alors des puits par exemple near fill, là ça va être sur le même bassin mais un peu plus loin par exemple. Donc en fait on a également ils ont ajouté ce qu'on appelle des workovers, donc là c'est des rigs qu'on va mettre sur le puits pour pouvoir augmenter la production, ou alors tout simplement mettre, voilà, comme je dit précédemment, des nouveaux puits. Et la conclusion par exemple c'est que là par rapport à l'année dernière, on a eu sur chacune des zones, j'avais fait tout le détail avec tous les rapports, par exemple sur la LOS 32 plus 2 à 3, donc 1000 barils par jour, ce qui fait un total en prenant en compte le déclin naturel des ressources, etc. Ce qui nous faisait un net à peu près à plus 3, 4 000 barils par jour. Donc la guidance en fait a été totalement explosée à la hausse. Et donc voilà. C'est vraiment ça qu'on le recherche. Imaginez, et là encore, on ne prend même pas en compte ce qu'on appelle Fariones pour les connaisseurs du dossier, ou Vim 1, ou justement Hydra 1 qui va arriver pour 2027. Donc ce que je veux vous dire, c'est d'acheter une boîte qui est décotée, avec justement, sur laquelle vous avez une valorisation qui ne prend pas en compte la croissance future. Là encore, c'est des banalités ce que je vous dis, mais là-dessus, l'erreur que je vois la plus courante, c'est des personnes qui ne vont pas avoir suffisamment de flexibilité dans leurs critères. C'est-à-dire, il y a plein de personnes qui essayent à tout prix d'acheter justement des boîtes quality grosses, avec une valorisation qui ne prend pas en compte la croissance future. Mais ça, c'est quasiment impossible à faire. Et en fait, vous allez louper toutes les opportunités parce que vous aurez des critères trop exigeants, et à chaque fois qu'il y aura une entreprise qui va valider vos critères, en fait, ça va être les entreprises qui, justement, ne délivreront pas de croissance dans le futur. C'est un petit peu le problème. Donc, en fait, il faut vraiment, très simplement, que vous différenciez d'un côté, la partie vraiment entreprise que vous allez justement acheter sans prendre en compte la croissance, et l'autre partie, entreprise vraiment croissance quality. Et le risque, par exemple, d'une entreprise croissance quality, c'est évidemment qu'elle délivre moins de croissance que prévu, alors que le risque d'une entreprise, on va dire comme Parex, c'est simplement, on va dire, le risque systémique. Parce qu'en fait, également, il faut différencier la partie risque de marché et risque systémique. Je vous montre. Vous voyez, c'est la fameuse théorie du portefeuille moderne qui a été créée dans les années 70. En fait, c'est très très simple. Cette théorie-là vous dit que vous avez deux risques en bourse. Vous avez le risque spécifique que l'on peut diversifier et le risque de marché. On ne peut pas le diversifier. Sur Parex, c'est le risque de la guerre civile en Colombie. Bon, l'entreprise, elle est finie. On n'en parle plus. On ne peut pas le diversifier, d'accord? On a beau acheter toutes les entreprises pétrolières de Colombie, s'il y a une guerre civile, elles vont toutes faire faillite en même temps. On peut pas diversifier ce risque. Bon, ça c'est pour un portefeuille. Et vous pouvez très bien plugger là-dedans uniquement, vous pouvez très bien vous servir de ce modèle-là pour essayer de valoriser le risque de vos entreprises de manière individuelle. C'est ultra simple. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que là, en fait, cette théorie-là vous dit que si jamais vous avez une action en portefeuille, en fait, voilà, vous ne diversifiez pas votre risque. Sauf que si vous prenez, par exemple, là, ici, on va dire, à partir de 10 actions en portefeuille, 15 actions en portefeuille, et en fait, que vous passiez de 15 actions en portefeuille ou à 100 actions en portefeuille, votre risque ne va pas diminuer. Donc, il faut simplement, dans un portefeuille global, avoir suffisamment d'entreprises avec des risques spécifiques différents pour que ça se contrebalance. C'est la fameuse théorie de Nassim Taleb avec son antifragilité. D'accord, c'est plein de risques donc spécifiques qui vont être totalement différents, qui vous fait un portefeuille antifragile résilient. Bon, et ça on peut le prendre avec entreprise par entreprise. Sur Parex, le risque donc de marché, on l'a vu ensemble, c'est le risque que la Colombie fasse faillite. Mais quel est le risque spécifique que l'on peut éviter
quand on achète une entreprise individuellement, c'est le niveau de dette, c'est ses marges, c'est ses réserves, c'est sa qualité opérationnelle, c'est son management. Et Parex coche toutes ces cases-là, ok? Donc c'est-à-dire que quand vous achetez une entreprise comme Parex, il y a plein de personnes qui justement en fait l'achètent pas parce que se disent oui, il y a le risque de la Colombie. Oui, mais ça on le sait. Ce qu'il faut voir, c'est comment ça va s'intégrer dans votre portefeuille et surtout, ce qu'il faut voir, c'est à quel point ce risque est important par rapport au reward. Ben, en fait, c'est pas énorme. Donc voilà, petite masterclass sur la diversification du risque et vraiment utiliser ce graphique, d'accord, pour vraiment placer vos entreprises. Par exemple, voilà, Parex, l'entreprise individuelle de Parex, elle serait vraiment ici. Parce que selon moi, la market cap par rapport à tout ce qu'on a détaillé, fait que le risque spécifique, il est annulé, on ne peut pas se tromper. Alors que inversement, plus on monte ici, plus on aura des entreprises, par exemple, comme Duolingo. Plus on aura une entreprise comme, enfin dans la tech par exemple, parce que dans la tech, en fait, le risque spécifique, pour annuler le risque spécifique d'une boîte dans la tech, il faut choper du Google comme ce que j'ai pu faire sur les $100. Là, vous prenez aucun risque, mais c'est extrêmement dur, c'est extrêmement rare. Donc, c'est pour ça, en fait, et ça, pas assez de personnes en parlent et trop de personnes passent à côté. Et donc, se confortent dans l'idée d'acheter une boîte, par exemple, voilà, à 50 fois les bénéfices. Mais en fait, oublie que quand vous achetez une boîte à 50 fois les bénéfices, non seulement vous êtes exposé au risque de base, donc de marché, disruption, mais également au risque de valorisation, également au risque de concurrent. Tous ces risques-là inhérents au secteur, par exemple, de la tech. Donc, voilà, sur le long terme, faites attention à ça. Et le point commun, comme ce que je dit précédemment, entre Realty Income et Parex, c'est deux boîtes qui, eh bien, au prix auquel je l'ai acheté ou au prix actuel là, au marché, c'est un petit peu moins bien, mais en gros, le risque spécifique, il est quasiment annulé, d'accord? Parenthèse fermée, on aura le temps, de toute façon, d'y revenir, mais je vais directement passer sur Google, que je vais mettre en A. Alors, vous allez me dire, du Realty Income et du Google au même endroit, bizarre. Alors effectivement, Google, là actuellement, on est sur les $208, donc on va faire une nouvelle valorisation. Moi, c'est la deuxième plus grosse position que j'ai dans mon portefeuille. Enfin, en fait, c'est la première en termes d'exposition, puisque j'ai à peu près 97 000, j'ai recalculé hier, d'exposition sur Google si je prends en compte ma position action et mes options. J'ai beaucoup de calls dans Google, voilà, avec plus ou moins des plus-values assez importantes. Donc c'est ce qui m'expose quand même de manière assez conséquente sur l'entreprise Google, mais j'ai une conviction qui est importante avec encore une fois ma position de base qui est 200 actions que j'avais chopé vraiment, il y a pas mal, alors, attendez, je la trouve même plus, oui elle est ici, que j'avais chopé sur les 80, enfin j'avais chopé sur les 90, mais j'avais un petit peu renforcé, ce qui fait un PRU sur les 100. Bref, on va aller voir ensemble la valorisation. Parce qu'au prix actuel, eh bien, on a d'une part le risque systématique du marché et également le risque spécifique. Enfin, est-ce que l'on l'a? Est-ce qu'on a ce risque-là? Mais en fait, ça va vraiment être en fonction de la valorisation. D'ailleurs, je passe directement sur la valorisation. Parce que si vous voulez des vidéos sur lesquelles vraiment j'ai analysé Google, sur ma chaîne YouTube, il y a des vidéos de manière individuelle où j'ai détaillé le business de Google. Bon, je vais directement rester ici. Donc effectivement, là, on a sur Google un earning per share, donc sur les 12 derniers mois, d'accord? Donc sur l'année en cours, là, en trailing 12 months, de 9,39$, ok, par action. On a un PE de 22 actuellement. Ok, on a une croissance de l'earning per share de 20%. Évidemment, je ne pense pas qu'on va réussir à faire du 20% dans le futur. Donc, je vais commencer déjà par un taux de croissance, on va dire, très optimiste de 15% par an sur les prochaines années avec un multiple de 23. Ok, là, on a au prix actuel 16% de rendement. C'est-à-dire que si vous achetez Google au prix actuel et que Google, sur les 5 prochaines années, on a exactement 15% de croissance par an de l'earning per share, ce qui n'est pas non plus impossible, et qu'on a dans 5 ans un PE qui se négocie à 23, on a 16% de rendement par rapport au prix actuel. Très 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 sous-évalué. Mais le truc c'est que qu'est-ce qui se passe? C'est en fait on a seulement on va dire 11% de croissance et on a un PE de seulement 30, enfin seulement 20. Parce que là on tombe à 9%. D'accord? Donc voilà, ce qui n'est pas non plus catastrophique, on parle de 9% par an, je ne sais pas si encore une fois le S&P 500 va faire 9% par an au niveau de valorisation actuelle. Et du moins, je suis beaucoup plus, vous voyez là, 11% de croissance par an sur Google, je pense qu'on va largement les délivrer sur les prochaines années. Donc de ce fait, avec cette hypothèse-là, ça nous fait une fair value à $157 pour avoir 15% par an. Moi, c'était pour ça que j'avais acheté 2 calls sur ces niveaux-là, sur les 150 pendant la baisse, puisque c'était une énorme opportunité à long terme. Donc c'est vrai que ça a augmenté. On a des meilleures news maintenant que ça a augmenté, notamment avec Meta, etc. Donc peut-être qu'effectivement la croissance maintenant, on peut être plus optimiste et aller mettre du 13% par exemple par an. Dans ces cas, ça fait 10-11%. Dans tous les cas, c'est correct. C'est pour ça que je la mets en A. C'est parce que même si ça a augmenté,
Oui, c'est cher, mais ça reste une entreprise qui, encore une fois, selon moi, la diversification du business fait que justement, on limite cette partie risque vraiment spécifique, d'accord? Avec Google, on a vraiment un mode qui, selon moi, est énorme. Et en fait, on a surtout tout l'aspect, tout l'aspect, on va dire, search, hein, tout simplement, avec les LLM, tout l'aspect également, les procès qu'ils en ont avec Google Chrome. Et en fait, c'est vraiment cet aspect-là qui fait qu'on a des opportunités sur Google, ou qui fait qu'on a beaucoup plus régulièrement des opportunités en termes de PE, en termes de valorisation sur Google. Donc là, franchement, Google, moi, j'en suis vraiment convaincu, je la mets en A. C'est vrai que pour une personne qui, comme moi, a déjà des actions en portefeuille, eh bien, je ne renforcerai pas là sur les 200, sur les 210, sur les 210. Par contre, pour une personne qui commence son voyage, son aventure en bourse, pourquoi pas commencer effectivement à prendre une position dans Google. Ensuite, je vais mettre Duolingo, que je vais mettre en B. Et en fait, Duolingo, le problème, c'est que justement, j'ai aucune idée s'il faut la mettre en S ou s'il faut la mettre en D. C'est bien pour ça qu'on va essayer de traiter ça ensemble. Et c'est tout le problème justement des boîtes comme Duolingo qui en fait qui ont un taux de croissance future juste énorme. Et en fait, vous achetez vraiment la croissance future. Donc, vous êtes vraiment, là, sur le cas de Duolingo, eh bien, exposé 100% au risque systématique et en plus avec un risque spécifique qui est énorme, qui peut être on l'a très bien vu. Alors, Duolingo, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, je pense que vous connaissez pour la plupart, donc l'application. C'est une application sur votre téléphone pour apprendre des langues. Ils sont en train de se diversifier. Maintenant, vous pouvez bientôt apprendre le piano, le violon également. Vous pouvez apprendre toute une partie histoire géo. Enfin bref, c'est pas que les langues, ok? Donc ils se diversifient de ce côté-là. Pas mal de personnes, alors avant de parler un peu des problèmes, je vais parler de l'entreprise parce que c'est vrai que c'est exceptionnel, hein, c'est une qualité du business vraiment, vraiment top. En fait là vous avez la partie donc les subscriptions, enfin les revenus, le chiffre d'affaires hein, de l'entreprise. Là on voit qu'on a un chiffre d'affaires de 734 millions avec une croissance de 48% sur les 2 dernières années. Ensuite on a très important, tout comme chez Meta, donc les DAU, les Daily Active Users. Là, on voit qu'on a une petite stagnation, d'accord? Une petite stagnation. On a 47 millions donc par jour d'utilisateurs en moyenne. C'est stratosphérique, on est bien d'accord. Vous avez donc maintenant mensuel, de manière mensuelle, on voit qu'on a 128 millions et en fait, on a eu une baisse. Donc, quand on a eu une baisse, on est passé de 130 millions à 128 millions. Et ensuite, vraiment, ce qui nous intéresse, c'est très bien d'avoir des utilisateurs qui utilisent la plateforme, mais combien d'utilisateurs payent? Et la question, c'est quelle est la part des utilisateurs qui payent, quelle est la conversion et quelle est la rentabilité de ceux qui ne payent pas. Parce que ceux qui ne payent pas, ils voient des publicités. Donc là, on a actuellement, on a pareil une croissance de 53%, c'est juste dingue. Donc on voit que sur une base, on va dire, de personnes actives par mois, allez, de 128 millions, il y en a quand même, 10 millions, 11 millions qui payent. C'est quand même assez important. Et surtout, la pénétration, c'est-à-dire le ratio de personnes qui utilisent Duolingo par rapport aux personnes qui payent, quelle est vraiment l'historique? On voit que plus le temps passe, plus ils arrivent à convertir les utilisateurs en utilisateurs payants et passer de 5%, de 7%, de 8% à ici 9%. Donc c'est vraiment très très bien. Le marché adressable de Duolingo, on est à peu près sur un marché adressable. Là, vous voyez, en termes de personnes qui utilisent Duolingo tous les mois, là, voilà, 128 millions. Il y a à peu près, par exemple, pour vous donner une idée, à peu près 1,5 milliard de personnes qui veulent apprendre l'anglais. On ne parle même pas des échecs, du violon, de la musique, qui Duolingo va bientôt ajouter cette feature-là et est déjà en train de bosser dessus. Deuxièmement, la partie IA sur Duolingo. Donc en fait, de cette thèse-là, d'ailleurs, je fais une parenthèse, c'est extrêmement sous-évalué Duolingo, parce qu'en fait on peut avoir une entreprise qui fait du x10 sur la partie vraiment utilisateur et donc pay subscriber et donc forcément la partie bénéfice net qui actuellement est de 800 millions. Donc on peut sans problème selon moi taper les 1 milliard de bénéfices nets sur Duolingo. Bon, on a 14 milliards de market cap, ça fait moins de 10% de rendement, d'accord? Et 7,5% de rendement, ce qui est très bien, mais ce qui est encore une fois en fait pas non plus ouf par rapport à du Parex où quand je l'ai acheté j'avais 30% de rendement, vous voyez, avec des opérations qui me délivrent sur les 5 prochaines années. Donc c'est vrai que sur Duolingo, il y a d'une part une thèse qu'il faut vraiment que ça délivre et d'autre part il faut que ça continue de délivrer une fois qu'on est top of the top, d'accord? Et c'est pour ça que là, pourquoi est-ce qu'on a baissé d'ailleurs? Parce qu'en fait le CEO a dit qu'ils vont ajouter énormément d'IA dans l'entreprise pour justement pouvoir licencier des personnes. Et comme la majorité des personnes qui utilisent Duolingo, c'est plutôt des personnes, enfin pas la majorité, mais c'est le grand public, c'est-à-dire un petit peu justement contre l'IA, contre le fait de licencier
licencié des personnes, bah, il y a eu énormément de personnes, il y a une vague de boycott donc qui fait qu'il y a plein de personnes qui ont annulé leur abonnement et qui ont résilié et désinstallé l'application Duolingo. Alors après, le deuxième risque de Duolingo, ça va être l'IA. Alors ça, pour moi, ce n'est pas du tout un risque, pour la simple raison que si vous vous intéressez un petit peu à l'IA, par exemple parce que en gros, là, le truc c'est ok, bah maintenant avec ChatGPT 5 ou avec l'IA dans le futur, vous n'aurez plus besoin d'applications comme Duolingo et vous pourrez avoir votre cours particulier avec votre IA directement. Ok, oui, mais le problème c'est que pour avoir vraiment un prof particulier pour l'IA, il faut quand même lui donner pas mal de data sur vous. Voilà, il faut créer ce qu'on appelle des agents IA et en fait c'est pas à la portée de tout le monde et quand bien même c'est à la portée de tout le monde, en fait il faut le faire. Alors que là, Duolingo, vous payerez un abonnement en fait, de 10 balles par mois et vous aurez le meilleur LLM, c'est-à-dire le LLM le mis à jour, le tout dernier, qui est comme sur ChatGPT, là, si vous voulez avoir ça, c'est quand même très cher tous les mois, on ne parle pas de 25 balles, c'est beaucoup plus cher. Donc pour moi, en fait, Duolingo, non, il n'y a pas de débat là-dessus, c'est-à-dire que ils auront en fait le prompt parfait qui va s'adapter parfaitement à votre niveau actuel, avec ce que vous aurez déjà fait en temps réel pour vous donner l'expérience la plus immersive avec de l'IA pour apprendre les cours, enfin pour apprendre votre langue ou que sais-je, d'accord? Donc pour ça, moi je pense que vraiment Duolingo aura toujours un énorme avantage puisque justement, ils capitalisent à 100% sur l'IA et voilà, ils auront encore une fois les meilleurs prompts, les meilleurs scripts, etc. pour que ce soit adapté encore une fois à vos données, à vos data. Donc là, je pense qu'ils ont un mot là-dessus. Et alors d'ailleurs, selon moi, pour valoriser Duolingo, c'est extrêmement simple. La croissance du chiffre d'affaires et la marge nette qu'on en aura dans X années, d'accord? On va dire, allez, dans 8 ans. Ok, on va dire dans 8 ans. Ne me demandez pas pourquoi, ça me paraît bien 8 ans. J'aurais pu mettre 7 ans. Bon, peu importe. Actuellement, on a un revenu dans un chiffre d'affaires de 748 millions. Ok, je vais déjà mettre 0,748 millions avec un petit taux de croissance de 25% par an sur les 8 prochaines années. Ça me fait 4,4 milliards dans 8 ans. Si on a une marge, en fait, c'est là où c'est pas évident, c'est avec leur business, on va dire application, SaaS, etc. Est-ce qu'on pourrait avoir des marges de 50%? Bah, vu déjà la grosse margine qu'ils en ont, peut-être. D'accord? Donc si on a des marges de 50%, ça fait 4,4 divisé par 2, ça fait exactement 2,2 milliards de bénéfices nets dans 8 ans. Ce qui est assez intéressant. D'accord? Puisque là, encore une fois, on se négocie donc à 14. Donc si je fais 2,2 milliards divisé par 14, actuellement, le prix actuel, eh bien, ça vous ferait 15% par an dans 8 ans. Mais c'est là où en fait c'est extrêmement difficile, c'est que j'en ai aucune idée si on aura des marges nettes de 50% ou 20%. Et le problème, c'est que ça va changer toute ma valorisation. Le taux de croissance, j'ai mis 50% au hasard, mais je me base sur le marché adressable, je me base sur ce qu'ils ont déjà fait, je me base sur ce qu'ils peuvent faire, mais en fait, il y a des points d'intégration de partout. C'est vraiment, enfin, c'est extrêmement compliqué. Donc, oui, un Duolingo, en fait, il y a une valeur intrinsèque qui est énorme, mais seulement si. Avec le taux de croissance, avec la marge, avec le marketing, avec vraiment l'IA, enfin, avec plein d'interrogations. Donc, ouais, le business, en fait, est intéressant. Mais faut que ça délivre. En fait, il faut que ça coche toutes les cases pour qu'à la fin, on ait effectivement on est ça, quoi. Et là, si je prends uniquement leur earning per share actuellement et que j'en mets un taux de croissance sur les 5 prochaines années de 40% avec un multiple, je sais pas, moi, parce que c'est ça aussi, à quel multiple on va se négocier. Là, par exemple, si, voilà, il faut qu'on fasse 40% de taux de croissance avec un multiple de 40% pour faire 10% là, dans 5 ans. C'est-à-dire que si on a un taux de croissance sur les 5 prochaines années de 30% avec un multiple allez, 30 fois les bénéfices, ça fait du négatif quoi, au prix actuel. Là, le prix actuel, il prend en compte le prix actuel, allez, alors attends, si je me mets 30% comme ça, il prend en compte quoi? Il prend en compte 35% de taux de croissance avec un multiple de 30. C'est-à-dire que pour avoir un forward P de 30 sur Duolingo dans 5 ans, il faut que l'entreprise fasse 35% de taux de croissance de son earning per share aujourd'hui. Ok? Et en plus de ça, ils émettent énormément de stock-based compensation. Donc, le earning per share, il ne va pas exploser parce que le nombre d'actions en circulation, il augmente. Donc voilà, bonne entreprise, la thèse elle est excellente, mais le risque là encore une fois, selon moi, il est élevé quoi, parce qu'en fait, il faut pas seulement que Duolingo réussisse, il faut que Duolingo cartonne, d'accord? Donc voilà, pour conclure, vous avez le risque spécifique qui est, il y a pas mal de points d'interrogation ici. Donc Duolingo, vous voyez, je le mettrais plutôt ici, par rapport à du Parex qui était plutôt ici, parce que Parex va Colombie, prix du baril de pétrole qui s'effondre, donc récession, on ne peut pas l'éviter, c'est pas grave. Et puis même s'il y a une récession, Parex va pouvoir remonter parce qu'il a une rentabilité par baril de 35, donc je le mets même pas là-dedans en réalité. D'accord, je le mets même pas même pas là-dedans. Alors quoi, Duolingo, tu vois, on est plutôt là sur la courbe assez ascendante.
Et c'est pour ça que Duolingo, comme je vous disais, autant je peux la mettre en S, autant que je peux la mettre en D, en fait, j'en ai aucune idée, quoi. Donc voilà, je la mets en B. On verra ce que ça donne, voilà, on verra ce que ça donne, mais ça rentre pas dans ma thèse d'investissement, du moins pas au niveau actuel. Je préfère à la limite attendre vraiment qu'on ait un PE qui va se stabiliser, d'accord? Et rentrer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, j'attends d'avoir un PE qui va se stabiliser avec une thèse qui va se stabiliser. Oui, ça aura perdu pas mal de... Enfin, ça aura déjà augmenté, donc il y aura moins de potentiel de croissance. Et là, attendre qu'il y ait un bad buzz, une mauvaise news, l'entreprise s'effondre. Et là, j'aurai déjà plus de visibilité. Et donc, je pourrais déjà acheter l'entreprise avec une décote en réduisant justement mon risque vraiment spécifique. Okay, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'équivalent de Nvidia, par exemple. Nvidia, j'avais fait une vidéo YouTube là ici pour rentrer avec des options. Je ne suis pas rentré ici, d'accord, ni ici. Alors, c'était une erreur, d'accord. Mais c'est vrai que il y avait tellement un peu qui était dingue, avec un taux de croissance qui était dingue, que c'est pas que j'y croyais pas, mais c'est que voilà, j'étais là, j'ai regardé toute la hausse. Par contre, là, quand ça s'est effondré, on avait le mode qui était assuré, on avait les contrats qui étaient là, on avait vraiment l'entreprise qui, ça y est, en fait, était établie. C'était la number one. Donc à ce moment-là, c'était intéressant selon moi parce qu'on avait un PE qui était beaucoup plus valorisable et c'était toute la vidéo que je vous avais fait il y a 5 mois, maintenant pour valoriser un petit peu Nvidia et le fait qu'effectivement c'était intéressant. Voilà. C'était logique et on pouvait plus déterminer quel est le risque qu'on pouvait en attendre par rapport à la valorisation. D'accord ? Donc voilà sur là-dessus. Et enfin, je vais passer tout simplement sur Crocs. Alors Crocs, je vais la mettre en S, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi est-ce que je la mets en S et c'est uniquement du risk et reward, d'accord? Alors avant, je vais mettre directement sur TradingView. Effectivement, Crocs actuellement, donc c'est une entreprise, c'est les fameuses chaussures, d'accord? Ça se négocie à 4,7 milliards de market cap et on a un free cash flow, simplement de 900 millions. Donc on se négocie à 5 fois les free cash flow. C'est quand même pas cher. On a une dette qui est vraiment maîtrisée, on a du cash et on a une entreprise qui s'est effondrée parce que en fait Crocs, donc ils ont d'un côté Crocs 80% du business et une entreprise s'appelle Yedood également dans les chaussures 20% du business. Et l'entreprise Yedood ont des problèmes donc avec toute la partie wholesale, la partie détaillante de l'entreprise. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que là actuellement on a l'entreprise Crocs qui a historiquement une croissance, c'est en croissance année après année. On a l'entreprise qui s'est effondrée en bourse. Et donc là le prix ne prend plus en compte la croissance. Mais alors pour Crocs en fait c'est totalement différent que de Parex. Parce que sur Crocs, la valeur intrinsèque peut disparaître du jour au lendemain, avec justement le risque de marché. Mais sur Crocs, le risque de marché peut quand même arriver assez rapidement. Mais ce que je veux absolument vous faire comprendre, c'est quel est le pire scénario qui puisse arriver à Crocs. Quel est le risque vraiment systémique? C'est qu'il y ait trop de concurrence. Alors quand j'ai trop de concurrence, c'est trop de fake, donc trop de contrefaçon. Et que les personnes n'achètent plus de Crocs, que ça se passe de mode, qu'il n'y ait plus de croissance. C'est-à-dire que demain, moins 50% de croissance sur Crocs, après-demain, la même chose, après-demain, la même chose, et il n'y a plus de business. La valeur intrinsèque est évaporée. Il n'y a plus rien. Ok, voilà, on le sait, très bien. Maintenant, quel est le risque spécifique? Pas grand-chose que de l'acheter à 4 milliards. Il y a déjà de la croissance passée. Donc en fait, le seul risque qu'on peut avoir sur Crocs, c'est justement un risque de marché. Mais tout comme on peut l'avoir sur Parex, tout comme on peut l'avoir sur Google, tout comme on peut l'avoir sur plein d'autres entreprises. Donc la question, encore une fois, c'est si jamais... Parce que là, ok, on a ce risque-là, mais le risque, l'autre risque, en fait, il n'y a pas... On vous achète une boîte qui a de la croissance et la valorisation ne prend pas en compte la croissance. C'est-à-dire que, regardez, si on prend uniquement le chiffre d'affaires, on a du plus 13%, plus 12%, plus 66%, plus 53%, plus 11%, plus 3% en 2024 avec justement Yedood qui tire à la baisse. Et si je prends par quarter, on a du plus 3%, plus 1, plus 3. On a eu une légère baisse sur le Q1, c'est normal dans ce secteur-là. Et là, du plus 3%. On est une boîte qui se négocie à 4 ou 5 fois le free cash flow, avec une dette qui est totalement maîtrisée et avec une croissance. Donc qu'est-ce qui se passe si on a, on va dire une croissance, donc je vais mettre sur Crocs, on va faire une croissance optimiste, comme ce qu'ils ont fait dans le passé, 10% par an. Okay, donc je me mets sur la partie free cash flow, puisque chez Crocs, le problème c'est qu'il y a eu un impairment, donc la partie évidemment bénéfice net est totalement, mais comme c'est du non-cash, tout ça je l'avais déjà expliqué dans mon analyse. Donc j'en mets 10% de croissance avec un free cash flow multiple de 10. Ça fait 21% de rendement sur le prix actuel. Si on a simplement 10% par an, ce qu'ils ont déjà fait dans le passé, enfin beaucoup moins que ce qu'ils ont fait dans le passé, avec un multiple qui se négocie à 10 fois les free cash flow, vous avez 20% par an. C'est quand même assez intéressant. Et en termes de prix par action, ça nous donnerait du $226
au Q1 2030, ok? Donc, en fait, voilà, vous voyez que Crocs, simplement, si on a 10% de taux de croissance par an avec un multiple de 10, ou même, allez, si on a 5% de taux de croissance par an, ça fait 15% sur... parce que c'est pas, en fait, vous voyez que c'est pas un problème de croissance sur Crocs. Parce que ce que je veux dire, c'est que vous mettiez de la croissance ou pas sur Crocs, la valorisation est excellente. Donc, le seul risque que vous prenez, encore une fois, c'est, eh bien, le risque que Crocs disparaisse. Mais franchement, je pense pas que Crocs va disparaître, personnellement. Je pense pas, parce que ça c'est comme, le tabac, c'est pareil, tout le monde vous dit que ça disparaît, que tout le monde arrête de fumer, mais vous avez des boîtes comme BTI, en fait, qui ont pris 100% en 2 ans, d'accord? Des boîtes comme Philip Morris qui ont explosé également, voilà, c'est des boîtes qui ont explosé, tout le monde vous dit que c'est la fin du monde à chaque fois, donc c'est pareil sur Crocs. Alors oui, je ne consomme pas le produit, je porte pas de Crocs, c'est pas quelque chose que je trouve extrêmement esthétique, sauf que force est de constater que j'habite la moitié de l'année à Dubaï, tout le monde porte des Crocs, en Asie, tout le monde porte des Crocs, ils portent des Crocs avec des pins, c'est-à-dire qu'ils payent très cher des bouts de plastique / de métal pour mettre sur leurs Crocs en plus. Donc non seulement ils ont des marges de malade sur la Crocs, mais en plus de ça ils ont des marges encore plus stratosphériques sur les bouts de plastique que vous y incorporez dessus, d'accord? Et on se retrouve avec des marges nettes de 23%. Donc ça c'est la thèse de départ, et en plus de ça, étant donné que sur Crocs la valeur intrinsèque elle peut disparaître plus facilement que sur Parex, mais l'upsale n'en est pas moins intéressant. Donc je suis passé sur des calls de long terme, et là concrètement j'ai mis 5000 $ de prime. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais je me trompe, que Crocs fait faillite, je perds 5000 balles. Si jamais j'ai raison, ça m'offre exactement une exposition de 300 actions sur Crocs. Si on est allé sur les 150, allez, en 2028 sur les 150, voilà, c'est pas très compliqué, ça me fait 45 000 $ d'exposition sur Crocs, en ayant payé aujourd'hui 5000. Donc le scénario en fait dans lequel ça fait faillite, je perds que 5000. Le scénario dans lequel on a 5% de taux de croissance, un multiple de 10, ou alors je mets 10% de taux de croissance, dans ces cas-là, on pourra très bien être sur les 190, sur les 200, même aller encore plus vite si Yedoud se recovery. Donc je suis pas là pour vous dire d'acheter du Crocs, mais je suis là pour vous dire que oui, Crocs, le risque de marché est certes plus important que sur une autre entreprise, mais le risque de valorisation est beaucoup moins important que sur une autre entreprise. Donc quand vous faites la moyenne des deux, en fait, je trouve qu'on s'en sort très très bien. Et donc, revoyez peut-être la perception que vous avez sur le risque. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire d'acheter du Crocs. Hein. C'est vraiment quelque chose qui, comme je l'ai dit depuis 5-6 fois, on a ce risque-là qui est très important. Donc, on peut vraiment avoir une entreprise qui fait faillite. C'est-à-dire que sur Crocs, effectivement, si on n'a plus de croissance, on ne voit pas pourquoi ça remonterait. Ça ne remontera pas. C'est une boîte qui ne remontera pas. Mais encore une fois, si jamais j'ai raison, avec l'exposition que j'en ai avec les achats de call que j'ai pris, je peux avoir du 15 000 balles de plus-value. D'accord? Bon, pas sur une liste de 5000. Je trouve le risque et reward qui est important. Donc voilà, ça c'est la partie sur Crocs. Et puis d'ailleurs, parenthèse, il y a 5 mois, j'ai pas acheté de Crocs. D'accord, j'ai acheté de Google avec des calls, c'était plus intéressant. Donc il faut remettre également en perspective en termes d'opportunités. Là, actuellement, en termes de risque et reward, je trouve que ça c'est super intéressant du Crocs. Mais encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que c'est une thèse, voilà, c'est pas du Parex. Hein, j'ai pas mis 20-30 000 en direct dessus, d'accord, c'est loin de là. Ok, j'ai vraiment mis des calls de long terme qui par rapport à mon portefeuille, c'est pas énorme. Mais c'est vraiment pour jouer le risque et reward. Donc voilà, vraiment faites vraiment le travail de votre côté sur Crocs. C'est pas une entreprise qui, comme sur Parex, je vous disais allez lire un rapport, c'est pas compliqué de comprendre la thèse, que c'est intéressant. Donc ok, Crocs. Maintenant je vais passer sur Chipotle. Alors je mettrai soit en un très très bon B ou alors en A, d'accord, parce que ça va vraiment dépendre. Vous voyez, Chipotle, je vous avais fait toute l'analyse détaillée de l'entreprise, etc. En 30 secondes pour ceux qui me découvrent, c'est une entreprise qui possède donc des restaurants aux États-Unis. Ils ouvrent un nouveau restaurant par jour, quasiment. Ils ont actuellement 3500 restaurants d'ouverts et chaque restaurant leur coûte exactement 1,3 million à ouvrir. Et en moyenne, en 2 ou 3 ans, ça dépend de la localisation du restaurant, ils rentabilisent le restaurant. Donc dès la 3e année, ils ont du cash qui, avec des marges nettes, un ROE de 100% quoi, en gros sur leur restaurant, ce qui fait qu'on a une croissance qui est stratosphérique sur l'entreprise, une surperformance massive par rapport au S&P 500. Voilà, on a vraiment une entreprise qui a surperformé vraiment de manière exceptionnelle le S&P 500. Donc ça c'est pour Chipotle. Et là en ce moment on a une baisse pour la simple raison, je vous avais exporté toutes les datas des rapports. On a la partie
partie trafic, donc le nombre de personnes qui visitent les Chipotle qui est en baisse depuis le T1 2025, moins 2%, moins 5%. C'est quand même assez conséquent. Et on a la partie ticket, donc le ticket moyen, le panier moyen par personne qui visite Chipotle. Et en fait, il n'a pas réussi à compenser. Donc, ce qui fait qu'on a en fait ce qu'on appelle le same store sales, donc le comparable restaurant sales, et bien de Chipotle qui, depuis 4 quarters, depuis plus précisément 3 quarters, qui est en chute libre depuis, c'est historique, hein, depuis 2022. On a vraiment donc les ventes, le chiffre d'affaires par restaurant par rapport à l'année dernière, sans prendre en compte les nouveaux restaurants qui s'effondrent. Donc, on a forcément une entreprise en bourse qui baisse. Mais en fait, c'est normal puisqu'on avait des multiples qui étaient très élevés. On est passé de multiples quasiment sur les 120, d'accord. Là, aujourd'hui, on a des multiples sur les 38, ok. Alors, la thèse de Chipotle, c'est justement le risque de marché, le risque, systémique d'abord. En fait, ils l'ont déjà eu d'ailleurs, ils l'ont déjà eu, c'est-à-dire c'est très intéressant, c'est le risque qu'on a eu ici en 2016, ils ont eu la bactérie E. coli et ils ont eu quasiment des mecs qui sont morts et ont vraiment bouffé chez Chipotle, donc en termes de publicité, je vous fais pas un dessin, c'était pas bon, et on est passé d'un bénéfice net de positif à quasiment quasiment du négatif quoi, en l'espace de 2-3 quarters, donc vraiment catastrophique, plus personne allait chez Chipotle, les restaurants étaient désertés, il fallait payer les coûts, les loyers, etc. C'était vraiment pas bon. Donc ça, c'est typiquement le risque justement systémique que vous avez sur de la restauration rapide. Mais là, le risque spécifique, c'est uniquement un risque selon moi de valorisation, puisque en gros, ils ont un objectif de construire avoir un total de 7000 restaurants. Et donc j'avais fait toute la valorisation, prenant en compte 7000 restaurants, les marges qui augmentent et également tous les restaurants qui font du cash actuellement. Ça faisait une rentabilité d'à peu près entre 10-11% sur les 10 prochaines années, donc par an, évidemment, par an. Et c'est vrai que c'est pas énorme si vous mettez un earning per share là, qui augmente de 13% par an, un multiple dans 5 ans de 35, bon, vous avez du 11% par an sur les prochaines années. C'est pas non plus stratosphérique. Par contre, si jamais vous achetez Chipotle, non pas là à 42, mais vous l'achetez à 35, là vous avez du 15% par an. Et le prix cible personnellement que j'en ai sur Chipotle, c'est acheter Chipotle à 30 fois les bénéfices aujourd'hui. Donc on va le faire ensemble, on fait simplement le PE de 30, multiplié par, on va prendre l'earning per share pour avoir le prix par action, un peu fois earning per share égale prix par action. Donc 1, je mets comme ça à 45, ça fait exactement 33,4. Donc si aujourd'hui j'arrive à choper du Chipotle à 33,43 $ par action, eh bien, j'en aurai un rendement, on va le faire ensemble, on va augmenter ce taux de rendement jusqu'à ce que j'ai 32,74. C'est parfait, ça me ferait 17% de rendement. Si j'achète Chipotle à 32,94 et qu'on a une croissance sur les 5 prochaines années de 13% par an avec un PE futur de 35, j'ai 17% par an. C'est stratosphérique, c'est une entreprise qui est encore une fois le seul risque, c'est le risque encore une fois systémique où vous avez une mauvaise bactérie et plus personne finalement utilise les restaurants. Mais hormis ça, c'est des boîtes qui impriment de l'argent. Et encore une fois, ce type de risque-là très systémique, en fait peut vraiment, ce sera un risque systémique très spécifique justement dans votre portefeuille. Donc je trouve que c'est très intéressant d'avoir ce type d'entreprise. Après évidemment, si on a moins de croissance, seulement 10% de taux de croissance, cette fois-ci il faut réduire le taux de croissance, ça ferait quand même, ça ferait du 14%. Donc même si on n'a que 10% de taux de croissance, c'est le minimum qu'on aura sur Chipotle par rapport à l'efficacité opérationnelle et la roadmap qu'ils en ont. Voilà, on est vraiment sur du 14% par an si vous l'achetez sur les 32. Donc la conclusion, c'est que oui, actuellement Chipotle, c'est pas très intéressant, d'accord, mais parce qu'en fait c'est pas très intéressant dans le sens où effectivement la valorisation actuelle prend à peu près la croissance, mais l'avantage de Chipotle, c'est que justement vous avez très peu de chances de vous tromper sur le risque spécifique si vous l'achetez à la bonne valorisation, puisque en fait c'est extrêmement prédictible, c'est extrêmement prévisible, et vous justement l'opportunité que vous avez sur Chipotle, c'est ça. C'est cette partie-là, regardez, c'est effectivement la partie trafic qui continue à baisser, la partie ticket qui continue à ne pas compenser, et donc tout le monde va commencer à dire mais Chipotle c'est nul, ça y est, ça fonctionne plus, c'est pas bon. Or, j'avais détaillé dans la précédente vidéo tous les leviers que le management pouvait avoir à activer pour justement redresser la barre. En fait, c'est totalement cyclique, ça leur arrive tout le temps, et c'est là-dedans, c'est dans ces fenêtres-là, c'est là où vous avez justement des fenêtres, excusez-moi, vous pouvez rentrer sur l'entreprise pas cher, et vous acceptez sur le court terme, peut-être que ça va mettre encore 2, 3, 4 quarters à remonter, mais au moins ça vous permet d'avoir une excellente valorisation à long terme. Ok, donc c'est vraiment la thèse, je pense, qu'il faut avoir sur Chipotle. Donc à savoir, il faut attendre, il faut attendre une baisse.
Si je mets sur les 34, une baisse exactement de 20%, mais qui encore une fois, vu comme c'est parti avec le trafic qu'ils ont, peut-être que si on a la consommation US qui baisse un petit peu, ça peut arriver très très rapidement. Donc Chipotle, je le mets vraiment actuellement sur la partie, encore une fois, voilà, je pourrais mettre un bon B, d'accord, mais je mettrai à la fin du A, parce qu'on a quand même du 10% de rendement au prix actuel, je pense, sur les 10 prochaines années. Hein. Encore une fois, là voilà, sur le prix actuel, si je prends 13% par an de earning per share, même si je triche un petit peu, ça fait 11% par an. Voilà, c'est vrai que c'est pas non plus exceptionnel. Donc ouais, allez, je le mets quand même en B, mais comme j'ai mis Realty Income ici en A, c'est pas évident. Je vais quand même le mettre en A. Ok, je vais le mettre en A, je vais le mettre ici en A. D'ailleurs, je vais le mettre devant Realty Income au prix actuel. Mais en fait, vous avez compris que Chipotle, c'est sur les 10 prochaines années que c'est intéressant ce rendement-là, alors que sur Realty Income, effectivement, en fait, au départ, vous allez avoir beaucoup moins de rendement. Sauf que sur Realty Income, intérêt composé dividende, ce qui fera dans 15 ans, vous avez une machine à imprimer de l'argent, vous avez des rendements disproportionnés sur votre lead on cost. Donc Realty Income, vous avez vraiment, à partir de la 10e année, un rendement qui explose, alors que Chipotle, justement, c'est le contraire. Ça va être de maintenant à dans 10 ans, où vous allez avoir un gros rendement avec l'ouverture massive des différents restaurants. Donc ces deux thèses qui, à long terme, sur horizon 20 ans, sont extrêmement pertinentes, mais vous voyez, c'est pas les mêmes profils de rendement au départ. Ok, alors maintenant, je me mets directement sur LVMH que je mets en S et que je mets même devant, selon moi, Parex. Je mets devant Parex. Alors comment je pourrais mettre ça? Voilà, je mets devant Parex LVMH parce que justement c'est intéressant. Là, je vous ai montré à l'instant que le moyen d'acheter du Chipotle, c'est d'abord les métriques les plus importantes qui continuent de baisser un petit peu, mais qui à long terme, vous savez, qu'ils vont pouvoir redresser la barre parce qu'ils l'ont déjà fait. C'est pareil sur LVMH. LVMH ici, donc là, je vous mets je vous vois ça pareil, c'est de l'énorme présentation. J'ai fait une vidéo de 1h30 sur LVMH, hein, d'ailleurs, que ça soit sur Pernod Ricard, sur LVMH, sur Parex, sur Realty Income, vous en avez sur ma chaîne YouTube les vidéos les plus détaillées, les plus complètes qui existent là en français, je dirais même à l'international, parce que c'est des boîtes qui sont pas très traitées depuis de 1h30 sur lesquelles je reprends tous les rapports annuels, etc. C'est des masterclass. Et donc en fait sur LVMH justement, si on prend vraiment la majorité, toutes les divisions chez LVMH, tout est en baisse. C'est normal que le prix en bourse s'effondre. La question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir repartir? Moi j'en ai la conviction. Donc c'est simplement une opportunité pour qu'à court terme, le prix en bourse c'est logique qu'il baisse. Mais si vous avez la perspective de long terme, c'est une énorme opportunité parce que c'est seulement dans ces situations-là où vous allez pouvoir vous positionner sur une belle valorisation sur ce type d'entreprise. C'est pas quand tout est en hausse qu'il faut acheter ce genre de boîte ici. Là, c'est pas bon. Sauf que là, ici, maintenant, vous avez une valorisation à 247 milliards avec effectivement tout qui en baisse. Donc oui, ça revient à timer, on va dire ça, la macro, puisqu'on ne sait pas quand est-ce que ça va reprendre. On voit bien que par exemple, la division fashion qui représente plus de 60% du business, elle est ici là elle est ici alors j'allais dire en mauve, mais ouais presque. C'est effondré. On a la division fashion qui est à moins 9%. C'est la plus grosse baisse du cœur du business de LVMH depuis les années 2008, depuis le crash. C'est exceptionnel ce qu'on a sur LVMH. Enfin, c'est historique ce qu'on a sur LVMH, d'accord? Donc ça, c'est la première chose. Mais on va aller voir la valorisation maintenant. Alors, il faut que je calcule les métriques moi-même, puisqu'en fait, là, ils me le mettent en dollars, c'est pas en dollars. Donc, je vais, voilà, regardez, on va prendre le free cash flow par action. Free cash flow par action, donc on va mettre ces 15 milliards, donc 15 000 millions, divisé par 500 millions d'actions en circulation. On prend le free cash flow en milliards, on le divise par le nombre d'actions en circulation, ça fait le free cash flow per share par action. 30, ok, donc c'est 30 euros, donc ici je mets 30. Alors là par contre là en fait c'est bien en dollars, enfin c'est bien en euros, on est à 494, donc là c'est le même chiffre. Donc là c'est bon, on est bon. Donc free cash flow per share, donc on est sur les 30. Maintenant on va prendre une croissance de 6%. Et on va prendre un free cash flow multiple de 25. Ça fait 15% par an sur le prix actuel. 6% de 300, je suis très pessimiste. Un free cash flow de 25, je suis très conservateur également. Historiquement, le free cash flow, le price au free cash flow de LVMH, on a eu des plus hauts à 37. D'accord? C'est-à-dire que là, on revient juste sur la borne médiane. Donc si LVMH, on revient juste sur la borne médiane en termes de valorisation avec une croissance de 6%, j'ai 15% sur le prix actuel. Ok? C'est dingue. Enfin, c'est exceptionnel. C'est juste exceptionnel. C'est pour ça que moi, j'ai une grosse partie, j'ai une grosse position. J'ai la même position que j'ai sur Parex que sur LVMH parce que je pense que c'est deux entreprises qui sont extrêmement. J'ai plus que sur Parex, c'est en dollars canadiens, alors que sur LVMH, c'est en euros. Et d'ailleurs, avec la baisse du dollar, ça fait beaucoup plus sur LVMH. Mais j'ai une grosse conviction sur LVMH. Donc là, franchement, c'est top. Franchement, c'est vraiment top. Alors, encore une fois, ne faites pas attention à ces chiffres-là, d'accord? Bon, changement de décor, j'ai dû me rendre à Dubaï bien plus tôt que prévu. Je vous ai parlé des détails, mais j'ai dû valider quelque chose en physique. Donc, alors je me remets sur notre tier list. Cela, il s'est écoulé un jour et demi, quasiment 2 jours. Donc alors, on était sur LVMH, je mets directement en S, j'ai une grosse conviction dessus, comme je vous ai dit précédemment. Et je vais directement me mettre maintenant sur Pernod Ricard que je mets
en A pour la simple raison bien que Pernod Ricard, ça délivre. Voilà, ça délivre. Donc là, alors d'ailleurs, c'est très amusant ce qui s'est passé parce qu'en fait, ils ont publié les résultats hier. On a pris 6% instantanément. En fait, les résultats sont mauvais, mais ils sont moins mauvais que ce que l'on en avait anticipé. Et surtout, la partie volume repart et la partie sell-out chez Pernod Ricard repart au niveau donc du client, enfin des clients finaux. Ça, c'est très encourageant, mais ils ont toujours des problèmes en Chine et ils ont toujours des problèmes avec, par exemple, les tarifs. Mais c'est vrai que le fait que les volumes repartent, ça veut dire que oui, il y a toujours de la demande pour ce secteur-là et que oui, on est en fin de cycle, mais voilà, ça va repartir. Ok, top, je me suis mis sur les marges de Pernod Ricard parce que rappelez-vous, la thèse que j'en avais, c'était simplement que la marge nette passe de 12,7 à 15/7. Donc on remonte sur des niveaux qu'on avait, alors pas les all-time high, puisque ça je pense que ça va être très compliqué, on était vraiment en cycle extrêmement haussier juste après le Covid, donc je pense pas qu'on va réussir à de nouveau avoir ces niveaux-là rapidement, mais du moins si on revient sur les marges nettes de 15%, je pense que c'est totalement possible. Bon bah dans ce cas-là, si vous faites le nouveau bénéfice net divisé par le nombre d'actions en circulation, donc pour avoir l'earning per share, ça nous donne exactement un earning per share donc de 7,5. Et bien on va simplement aller faire une valorisation avec cet earning per share de 7,5. Donc 7,5 d'earning per share, un taux de croissance de l'earning per share de 4. Ok, ça c'est la bande de base de la guidance, parce que là ils ont renouvelé la guidance et on est entre 4 et 6% sur les prochaines années. Donc je mets du 4%, un PE futur de 20 et ça vous fait au prix actuel 13% par an de rendement. C'est exceptionnel sur une boîte dividende PEA CAC 40. Ok, et si maintenant on passe de 4 à 6, donc je suis d'accord avec vous, c'est la bande haute de la guidance, hein, c'est le scénario optimiste. Mais si vraiment le secteur reprend, c'est ce qu'on peut délivrer. Dans ce cas-là, on est à 15% de croissance par an au prix actuel. Et si vous chopez du Pernod Ricard justement sur les 85-87, vous en avez quasiment du 18% par an. C'est exceptionnel. Et donc là-dessus, vraiment, je vous encourage à aller, si vous êtes actionnaire de Pernod Ricard ou si vous voulez approfondir le business, allez voir ma vidéo YouTube. J'en ai fait une énorme analyse extrêmement détaillée qui va vraiment vous donner toutes les bases et vraiment toutes les spécificités sur l'entreprise Pernod Ricard. Donc franchement, c'est une masterclass. Et ensuite, je vais me mettre sur ASML. Parce qu'en fait, je pense que ASML, trop de personnes se compliquent la tâche avec ce business. En réalité, je pense selon moi qu'on n'a que deux solutions. En fait, on n'a que deux alternatives. La première alternative, c'est qu'on ait la croissance du secteur des semi-conducteurs qui ralentit. La deuxième alternative, c'est qu'on reste comme ce qu'on est actuellement. Si on reste avec la croissance que l'on en a actuellement du marché sous-jacent, l'avantage avec ASML, c'est que le management, nous détaille à chaque fois une guidance de maintenant à 2030. En fait, ils prennent tout le compte de résultats, ils nous mettent le chiffre d'affaires en croissance, d'ailleurs ils anticipent entre 50 milliards et 60 milliards de chiffre d'affaires, et ensuite ils vous mettent le COGS de combien est-ce qu'il va augmenter, la recherche et développement de combien est-ce qu'elle va augmenter, ce qui vous donne le bénéfice net à la fin, on peut à peu près le déterminer. Si on se base sur leur guidance, selon moi, si le marché, la croissance du marché sous-jacent des semi-conducteurs ne diminue pas, on va atteindre la guidance. On va atteindre la guidance, il n'y a pas de problème. Si par contre le marché ralentit, dans ces cas-là, je pense qu'ASML, ça pourrait largement revenir sur les 500, sur les même 450. Pourquoi pas si on a un petit cycle baissier. Donc c'est pour ça que si vous faites la moyenne des deux, selon moi actuellement, ASML en fait c'est très intéressant. Si on n'a pas de ralentissement, c'est clairement sous-évalué. Et vous voyez, c'est pareil avec mon argent en perso, je me casse pas la tête. Voilà, moi j'ai déjà mis la moitié de la position que je voudrais avoir sur ASML au prix actuel. Voilà, ça me convient. Si on a un ralentissement du secteur, je renforcerai beaucoup plus bas. Si on n'a pas le ralentissement, je renforcerai beaucoup plus bas. Et si on n'a pas de ralentissement, c'est parfait, j'ai déjà la moitié de la position que j'ai envie d'avoir et ça me convient très bien d'avoir 26 actions si ça repart à la hausse. Okay, donc c'est vraiment extrêmement simple, je pense, sur ASML. En fait, je dis c'est très simple parce que la qualité intrinsèque du business est exceptionnelle et c'est vrai que, en fait d'ailleurs, sur ASML, même si il y a une baisse, ça va remonter et c'est un business, actuellement, le mode qu'ils ont en termes d'années, etc. Je ne vous refais pas toute l'entreprise, mais c'est juste exceptionnel. Et vous voyez, c'est pas comme Crocs, ça n'a rien à voir. Voilà, et SML, c'est vrai que la valeur intrinsèque, elle est là, elle sera là pour de nombreuses années. Mais c'est également pour ça que vous payez ça quand même assez cher. Actuellement, on se paye quand même à 30 fois les bénéfices pour une boîte qui, en termes de croissance, si on a un ralentissement, encore une fois, pourrait en être assez impacté. Et enfin, je passe sur Novo Nordisk. Novo Nordisk. En fait, la valorisation actuelle me ferait le mettre en S, mais le secteur me ferait le mettre en A.
d'accord? Je m'explique. Alors, je vais quand même le mettre en S parce que c'est vrai que la valorisation est vraiment excellente actuellement. Mais alors, c'est vrai qu'à SML, enfin, excusez-moi, Novo Nordisk, bah, j'avais déjà fait pas mal d'analyses dessus et ça dit en termes de croissance. Et l'avantage sur Novo Nordisk, justement, c'est que vous payez cette entreprise sans prendre en compte cette croissance future. Si on prend allez, l'hypothèse selon laquelle on va avoir 5% de taux de croissance dans les prochaines années, c'est ridiculement bas. Même le marché sous-jacent augmente voilà, de l'obésité bien plus que ce niveau-là. Donc ça voudrait dire que Novo Nordisk continue vraiment de sous-performer et de croître de manière moins importante que le marché sur lequel elle est positionnée. Ok, 5% par an. Un PE futur de 20, c'est pas déconnant non plus, on a 12% de taux de croissance par an. Maintenant, si simplement on passe de 5 à 10 en termes de taux de croissance, on passe donc à 17% par an de rendement sur le prix actuel. Donc ouais, c'est pas cher. Est-ce que je vais en acheter? Non, parce que ça ne correspond pas personnellement à mes critères. Alors je me remets sur la partie risque, puisque effectivement je trouve que le secteur sur lequel est positionné Novo Nordisk fait qu'en fait on a pas mal de risques que l'on ne peut pas prévoir et on en a quand même plusieurs. Risque de concurrence, on a également un risque au niveau des brevets, on a également un risque au niveau du gouvernement. Le gouvernement peut du jour au lendemain mettre des prix planchers et dans ce cas-là la rentabilité s'effondre. Donc c'est pas évident en fait à prévoir tout ça et vous avez beaucoup quand même d'incertitudes ou du moins vous avez beaucoup de facteurs qui peuvent venir du jour au lendemain et sur lesquels vous ne pouvez pas les prévoir. Donc c'est assez compliqué je trouve. Mais regardez, si jamais, parce que ce qu'il faut comprendre également, j'ai déjà détaillé dans les précédentes vidéos donc sur Novo Nordisk, c'est qu'effectivement, si jamais vous avez un concurrent, en fait, il suffit pas d'être. C'est pas comme un duopole avec Visa Mastercard où les deux font de l'argent. Non, là, c'est pas pareil. Il faut être meilleur que le concurrent. Si votre médicament est moins bon, les gens vont acheter le meilleur médicament. Donc, c'est extrêmement compliqué là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a Eli Lilly qui la surperforme parce que clairement, ils sont meilleurs sur cette partie-là. Mais après, la question, c'est est-ce que la valorisation actuelle permet de compenser finalement tous les différents types de risques que vous pouvez en avoir. Bah, moi je pense que oui, parce que même si on a voilà, du 7%, du 6%, on a une très très bonne croissance sur les prochaines années. Mais encore une fois, j'ai pas envie de m'exposer sur ce secteur-là. Donc voilà pour Novo Nordisk. Et bien écoutez, franchement pour les autres, parce que là en fait, il y a du Kelly Partner que j'ai en portefeuille, B2Gold que j'ai en portefeuille super plus-value, Warrior Midcall et FICO. Alors FICO c'est pas une small cap, mais sur les autres en fait c'est des small cap. Et donc plutôt que vous faire une partie 2, je vais faire ce format tier list uniquement sur des small cap. Voilà, là j'ai mis à peu près, la vidéo elle dure 1 heure, j'ai fait 10 entreprises. Bon bah je pense que je peux faire small cap, ça va me prendre plus de temps. Donc un top 5-6 small cap sur une vidéo de 1 heure en mode tier list, puisque là je pense que ça va être super intéressant, surtout qu'il y a énormément d'entreprises qui là sont assez intéressantes, notamment à Singapour. Et je sais que vous attendez avec impatience cette vidéo sur Singapour, sur la partie small cap. Elle va arriver. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est directement de clôturer ici et de faire directement voilà, la partie en fait tier list / small cap. Mettez-moi dans les commentaires parce que si j'en prends 6 ou 7, je pourrais à la limite peut-être en prendre 10 à la limite. Mais mettez-moi dans les commentaires des idées de small cap que vous pensez pertinentes. C'est également à ça que ça sert YouTube. C'est là, voilà, si cette vidéo-là fait X vues, eh bien je suis sûr que vous aurez plein d'idées différentes. Donc mettez-moi en commentaire les small caps que vous souhaitez vraiment que j'analyse dans la prochaine vidéo tier list. Alors critère numéro 1, ok d'accord, je pose les bases, ne mettez pas de boîtes qui perdent de l'argent, d'accord, donc tout ce qui va être biotech etc qui perd de l'argent mais avec une phase 1, 2, 3, 4, 5, peu importe, on passe le chemin, enfin du moins ça sera pas là-dessus, mettez-moi vraiment des beaux business qui gagnent de l'argent, qui sont pas chers parce qu'il y a X ou Y problème et là dans ces cas-là avec grand plaisir j'irai vraiment fouiller là-dessus pour aller voir ça. Donc voilà, j'attends vos retours, ça va être super intéressant. Et puis écoutez, j'allais vous dire, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais avant, je vous mets évidemment en avant le School pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo. C'est une masterclass avec plus de 5 heures de formation gratuite, toute une partie communauté. On est plus de 2000. Je ne vais pas plus m'attarder. Allez cliquer sur le lien. Tout ce que je peux vous garantir, c'est que vous n'allez pas le regretter. Et puis voilà, on se retrouve demain, après-demain, ça va dépendre. Bonne journée à vous, c'était Léo.